à WhatsApp et Onco, bonjour à Cotonou, bonjour à Parakou et on ne vous oublie certainement pas, hein, vous, nos chers amis du côté de Porto Novo. J'espère que ce matin, vous êtes en pleine forme. Si ce n'est pas le cas, vous inquiétez pas, hein, ça ira certainement le long de la journée, ça ira en s'améliorant. Alors bonjour chez vous, vous êtes bel et bien sur Matin d'Eden et ça se passe bien évidemment sur Eden TV. À vous, nos amis qui nous écoutez du côté de Diaspora FM, on vous envoie de gros bisous et de gros câlins. Tout ça pour vous dire bonjour, le coq a chanté, il faut se lever et se mettre au travail. À présent, on va penser à vous. Alors, pensez à vous, aujourd'hui, nous sommes vendredi et vendredi, tout est permis. Quand on dit tout est permis, ça ne veut pas dire qu'il faille se laisser aller aux excès, pas du tout. Il faut plutôt véritablement se faire plaisir, déstresser, se détendre. Si vous aimez la lecture, eh ben, allez vous étendre sur une chaise longue du côté de la plage. Si bien évidemment vous aimez bien l'air frais, ben, vous prenez un bol d'air frais hein, et vous ouvrez votre livre, vous vous faites plaisir. Si vous aimez écouter de la musique, ben, ne lésinez surtout pas hein, sur les moyens de vous faire plaisir. Mettez un disque que vous aimez bien ou aujourd'hui nous avons tellement de moyens d'écouter de la musique. Et ben, écoutez le morceau qui vous ragaillardit, écoutez le morceau qui vous aide à vous détendre, à faire le plein d'énergie. Et vendredi, tout est permis, des jeux à gogo, c'est ce que je vous conseillerais de faire aujourd'hui. En tout cas, pas vous qui allez travailler, hein, parce que si vous allez travailler, finissez la journée et après, ben, faites-vous plaisir à la maison. Nous allons hein, simplement à présent passer à quoi déjà, Moriagua? C'est au bulletin d'information. C'est ça, mais avant, je vous dis bonjour tout de même. Bonjour Natacha Kofi, bonjour téléspectateurs de Eden TV. Aux auditeurs de Diaspora FM, ils sont câblés 102.3. Absolument, bonjour et merci d'être toujours présent au poste Moriagua. Oh, je vous remercie aussi pour le savoir-faire. Nous allons simplement à présent nous installer pour le bulletin d'information. Mesdames, Messieurs, nous sommes vendredi 25 octobre 2019. Bienvenue à ce rendez-vous du bulletin d'information sur Matin d'Eden. Ce jeudi, les travaux de la table ronde sur les problématiques de gestion de l'éclairage public ont démarré à Cotonou. L'objectif escompté à la fin des 10 travaux est le renforcement du processus de la décentralisation à travers l'amélioration de la sécurité des biens et des personnes. Suivez ici le compte rendu de ce reportage de Ayato Fowe, Denis Maroya, dit par Aristide Setti. Comment assurer un meilleur éclairage de nos routes et de nos localités pour la sécurité des personnes et des biens? C'est la quête aux solutions efficaces à cette problématique qui a réuni ce jeudi autour d'une table ronde les différents techniciens et partenaires du secteur de l'énergie au Bénin. Luc Setondi Atropo, président de l'Association nationale des communes du Bénin, a profité de la tribune pour faire l'état des lieux de la collaboration entre la Société béninoise d'énergie électrique SB2E et les 77 communes après plus d'une décennie de décentralisation. Le bilan, après une quinzaine d'années de mise en œuvre de la décentralisation, montre clairement que les communes n'ont pas véritablement exercé cette compétence. La principale cause de cette situation est la fragilité institutionnelle dans laquelle les communes sont placées et qui, d'une part, est caractérisée par la faiblesse des ressources transférées par l'État et d'autre part, s'explique par la situation de monopole faite à la société béninoise de l'énergie électrique. Pour le ministre de la décentralisation, Alassane Seydou, cette assise est la bienvenue. Cette table ronde sur la problématique de gestion de l'éclairage public par les collectivités locales est venue à point nommé quand on sait que la décentralisation, qui est entrée dans sa phase active, est actuellement engagée dans un processus de relecture de ces textes fondamentaux, notamment la politique nationale de décentralisation et de déconcentration PONADEC, le cadre juridique de la réforme de l'administration territoriale, l'élaboration des plans de décentralisation et de déconcentration et l'élaboration des plans départementaux
de coordination des actions de développement et ce, dans le but d'accélérer le développement à la base. Jean-Claude Donaoussou, ministre de l'Énergie, prenant à son tour la parole, se dit satisfait de la tenue de cette table ronde sur les problématiques de gestion de l'éclairage public au Bénin. Cette rencontre qui nous réunit aujourd'hui, qui réunit, je dirais, les parties prenantes concernées par la question, témoigne de notre volonté commune d'améliorer la gestion de l'éclairage dans notre pays pour améliorer, je dirais, à la fois la sécurité, mais également, ou plutôt tout simplement, notre cadre de vie. À travers cette table ronde, les conseillers communaux espèrent un transfert de compétences leur permettant la mise en application de l'article 88, alinéa 4 de la loi 97-029 du 15 janvier 1999 portant organisation des communes en République du Bénin. En bref, le syndicat national des peintres bâtiments du Bénin, en collaboration avec l'ONG La Grande Puissance de Dieu, sensibilise les peintres bâtiments du Bénin contre l'utilisation des peintures au plomb. Et c'est à travers un atelier ayant pour thème lutte contre les peintures au plomb qui s'est déroulé à la Bourse du Travail de Cotonou. Et c'est devant les peintres membres du dit syndicat, des responsables de l'ONG La Grande Puissance de Dieu et le représentant du ministère du cadre de vie et du développement durable que François d'Assise Niamou a donné le top des travaux à travers une déclaration que je vous invite à suivre ici au micro de Cano François, Mbederinto et Damien Pedro. La peinture de nos jours est imposée à tout le monde, surtout pour sa durabilité et l'embellissement de nos maisons et constructions. Mais il faut la qualité pour éviter les problèmes à court et à long terme et surtout les problèmes liés à notre santé. Alors, si aujourd'hui nous sommes réunis, c'est pour parler, discuter des conséquences qui découlent de l'utilisation des peintures au plomb utilisées autour de nous. En vue de ces conséquences néfastes sur nos vies, l'ONG La Grande Puissance a donc décidé de nous entretenir sur la question. Compte tenu de l'importance de la question ou du sujet à débattre, je nous exhorte à prendre en compte tout ce qui sera dit ici. Quant à vous, membres de l'ONG, nous vous demandons d'être toujours des nôtres et surtout d'être à nos côtés toutes les fois que le besoin se fera sentir. Par ailleurs, nous passons par ce canal pour vous demander à vous et autorités de toujours nous venir en aide. Eh bien, ce bulletin d'information se poursuit. Les premiers gagnants du jeu Méga Quiz SMS de Move Bénin sont désormais connus. Après le premier tirage effectué il y a quelques jours, les gagnants ont reçu ce mercredi leur lot à la direction générale de Move Bénin. Reportage Roland Laurent Toniquez, Fiacre Voitan. Les joueurs du Méga Quiz SMS du réseau de téléphonie mobile Move Bénin ont désormais de quoi se rassurer. En effet, pour ce jeu lancé le 12 septembre 2019, en collaboration avec la Loterie nationale du Bénin, les premiers gagnants sont connus et ont reçu leur lot. Il s'agit de Blaise Roumancet, Lassisi Soulé Kabirou et Norbert Bessot. Blaise Roumancet, grand gagnant du premier tirage et porte-parole des récipiendaires, ne cache pas ses impressions. Aujourd'hui encore, Move a démontré qu'elle tient promesse et j'en suis très content. Au nom de tous les gagnants, je remercie Move et nous continuerons avec Move. Nous serons toujours Move. Un jeu qui se déroule dans la transparence totale et de la manière la plus simple possible que nous explique José Aguidinoukoun de la division segment de Move Bénin. Il est question d'un jeu SMS destiné à nos abonnés Move. Donc lorsque je suis un abonné Move, je peux participer simplement à ce jeu. Et pour commencer, il suffira juste d'envoyer, comme on l'avait dit, Move au 70 02
Et le coût du jeu est de moins de 100 francs, c'est-à-dire à 90 francs exactement. Et lorsque je participe au jeu, il y a des questions qui me seront envoyées, auxquelles je dois répondre. Et chaque bonne réponse que je donnerai me donne 10 points. Et les mauvaises réponses, pour les mauvaises réponses, je gagnerai 5 points. Tout ceci ensemble, c'est pour me permettre d'avoir plus de points afin de faire partie des heureux gagnants comme nous en avons 3 ce soir. Des lots instantanés sont gagnés. Le joueur peut gagner jusqu'à 50 000 francs CFA par Move Money. À ce niveau, 800 abonnés se sont déjà partagés près de 2 millions de francs CFA. À cela s'ajoutent des meilleurs joueurs qui peuvent gagner des postes téléviseurs ou des motos comme ceux de ce soir. Nous offrons aux 10 meilleurs joueurs, c'est-à-dire 5 qui sont les top SMS, ceux qui ont envoyé plus de SMS, et les 5 qui ont plus de scores, nous, sous la supervision de l'huissier de justice, nous procédons à un tirage, et les 3 qui sont tirés vont gagner les lots que vous avez devant vous. Mais à tout ceci, il faut compléter le gros lot qui sera attribué à la fin du jeu. Et à la fin, nous avons le super gros lot, la RAV4 2019, qui est exposée déjà dehors, vous l'avez vu, avec laquelle nous sommes en train de montrer à toute la population béninoise que Move, c'est une réalité. Ce jeu prendra fin le 10 novembre prochain et connaîtra de nombreux autres gagnants, dont celui du gros lot, la RAV4 2019. Les abonnés sont donc invités à continuer à jouer au méga quiz SMS de Move Bénin. Restons avec Move Bénin qui permet désormais à ses abonnés, j'allais dire à ceux qui sont sur ce réseau, de créditer leur compteur d'électricité à l'aide de leur téléphone portable. Nous avons recueilli l'avis de quelques citoyens à ce propos. Suivez ce qu'ils en pensent. Non, j'ai salué l'initiative parce que le Bénin est à la traîne dans ce que nous appelons depuis un certain temps la facilité des citoyens à accéder à un certain nombre de services avec le numérique. Et aujourd'hui, quand vous voyez ce qui se passe, ça règle le problème d'accès à l'électricité un peu plus rapidement que d'aller faire se mettre dans le long fil d'attente dans les agences pour recharger son compteur. Et je l'ai déjà expérimenté dès que l'information a été rendue publique et tout de suite j'ai salué l'initiative. C'est quelque chose qui fait avancer le Bénin et qui facilite la tâche à la population béninoise pour l'accès à l'électricité. J'avoue que c'est avec beaucoup de joie que j'ai appris donc l'initiative et je tiens à remercier le réseau Move Bénin et la Société béninoise d'énergie électrique pour ce partenariat qui facilite désormais les opérations de recharge aux clients donc de la société. C'est vrai, l'impact c'est direct parce que vous n'êtes pas sans savoir que généralement quand vous allez au niveau des agences, les guichets sont vraiment pris d'assaut par une flopée de personnes qui à la fois tient à faire des opérations au point où vous perdez presque tout le temps, 1 heure, 2 heures, 3 heures à attendre avant une opération. Vous voyez, donc c'est fatigant. Je crois que cette initiative va donc faciliter donc les opérations et soulager les consommateurs donc de la Société béninoise d'énergie électrique de ces différentes peines. Et donc je remercie une fois encore le réseau. Et grâce à ce partenariat, nous, consommateurs, désormais, nous aurons plus de facilité à donc faire nos opérations. C'est une très belle initiative. Au lieu d'aller m'aligner devant un guichet à la SB2E, je ne le ferai plus. De ma chambre, je paye ma facture. C'est une très belle initiative, ça. Et seulement, j'ai eu une petite inquiétude. Il faut que les choses soient bien huilées pour qu'il n'y ait pas un dysfonctionnement à ce niveau. Parce que tout dysfonctionnement peut entraîner de lourdes conséquences désagréables à celui qui fait confiance à cette initiative. Oui, si c'est très bien mené et qu'il n'y a aucun dysfonctionnement, je reviens sur le mot,
Eh bien, les avantages, je l'ai dit tantôt, eh bien, c'est que en un temps record, vous payez votre facture. Vous n'allez plus vous aligner, comme je l'ai dit tantôt, devant un guichet de la SB2E. Et vous gagnez du temps que vous consacrez à une autre activité. Je sais que vous avez été nombreux à suivre ce bulletin d'information. Merci de votre fidélité. Merci à vous, Mori Agua. C'est avec énormément de plaisir que j'ai suivi votre présentation du bulletin d'information de ce jour. Surtout quand on sait que vous avez changé votre monture, et c'est très beau, ça vous va bien. Nous allons simplement, après je vous en prie, c'est pas gratuit de toute façon, vous le savez. Alors à présent, nous allons passer à la revue des titres. Mesdames, Messieurs, c'est déjà le rendez-vous de la revue des titres, j'allais dire. Nous démarrons par le quotidien national d'information. Et c'est bien La Nation qui titre en manchette classement Doing Business 2020. Le Bénin gagne 4 places. Le journal en manchette écrit également Assemblée nationale, le premier rapport d'activité de Louis Vlavonou plébiscité. C'est ce qu'on peut retenir des titres du quotidien La Nation. Le matinal de ce vendredi parle à sa une de l'Assemblée nationale et titre le premier rapport de Vlavonou voté à l'unanimité. Eh bien, le journal également s'intéresse au classement Doing Business 2020. Le Bénin gagne 4 points au plan mondial. À la une du quotidien, le grand quotidien, nous pouvons lire gestion de l'éclairage public au Bénin. Très préoccupé, le ministre de l'Énergie, Donat Jean-Claude Oussou, s'y attaque. À la une du grand quotidien sur RFI à propos d'une prochaine loi d'amnistie, Joël Aïvo recadre, veiller à ce qu'amnistie ne rime pas avec impunité. À la une du quotidien, le grand quotidien, situation socio-politique nationale, les évêques donnent leur appréciation, titre aujourd'hui le grand quotidien. Libération libère l'information à sa une, écrit transformation efficiente du coton béninois vers une nouvelle société textile sur les cendres de Coteb et Citex. Dernière offensive diplomatique du chef de l'État, Talon promeut le Bénin au Japon et en Russie. Enseignement secondaire et formation professionnelle, démarrage effectif de la rentrée des 50 élèves inspecteurs. Titre Libération de ce vendredi à la une du quotidien Les 4 vérités. Projet de construction d'une usine de textile à Semekpodi vers une transformation efficace du coton fibre local à l'opposé de ses deux ancêtres Citex et Coteb. Un bel avenir s'offre à cette nouvelle industrie. Les 4 vérités parlent de la prochaine augmentation des bourses d'études russes offertes au Bénin. Bonne nouvelle aux étudiants béninois. La participation du chef de l'État au sommet Russie-Afrique ouvre une nouvelle ère pour l'éducation au Bénin. Table ronde sur la problématique de gestion de l'éclairage public. D'importantes recommandations au gouvernement. Titre ce matin, les 4 vérités. Le Béninois libéré a libéré l'information ce vendredi et parle à sa une de l'eau potable pour tous à l'horizon de 2021 grâce à Joël Clever. Bénin, Pays-Bas, le mariage. Tournée statutaire du préfet de l'Ouémé avec la première étape à Adjoun. D'Arefa honoré. Échange avec les démembrements du COS Lépi des Collines, l'honorable Agua pour la prise en compte de tous les Béninois. Titre le journal. Attaque tous azimuts des journaux fictifs sans contenu au Bénin. C'est Gaïmen de la presse qui jette l'opprobre sur la profession. Titre aujourd'hui le Béninois
libéré. Dynamisme Info, à présent, à sa une, parle du colloque scientifique sur le numérique et la digitalisation pour entamer ses 20 ans d'existence. HECM leader hier, aujourd'hui et pour tous, des lauriers de l'école et aux promoteurs Akhenatonde pour les innovations dans le supérieur. Titre aujourd'hui Dynamisme Info, qui s'intéresse également à la nouvelle citation à comparaître au tribunal de Cotonou. La justice convoque Djenotin, mais ne verra pas son nombre. C'est ce que titre aujourd'hui le journal Dynamisme Info. Alors que leader du jour s'intéresse à sa une et titre pour une réussite totale de l'opération d'actualisation de la LEPI dans les collines, le superviseur départemental, honorable Edmond Agua, donne des instructions fermes au coordonnateur. Le leader du jour également parle du sommet Russie-Afrique et titre le leadership de talent apprécié par l'administration Poutine. D'autres graines semées, et dira le journal. À la une maintenant de Matin Libre. Matin Libre parle ce matin du paiement électronique de recharge prépayée, la grosse arnaque. La grosse arnaque. Adoption de son rapport d'activité, premier test réussi pour Vlavonou, titre Matin Libre. Et puis, les 4 vérités, je pense que nous avons déjà parlé. Et puis la dépêche maintenant, la dépêche rude conditions et faux frais en ce début d'année scolaire 2019-2020. Parents et élèves pris en otage. Titre ce matin, la dépêche, contrairement aux attentes des parents d'élèves qui croyaient dur comme fer en une année scolaire 2019-2020 calme et apaisée. Nombreuses, diverses et variées sont les difficultés rencontrées en ce début d'année par les parents d'élèves. Si certains des problèmes rencontrés par les parents d'élèves relèvent du domaine de l'État, d'autres sont à mettre à l'actif ou au passif. Une interrogation d'enseignants sans conscience professionnelle, rapaces seulement préoccupés par leur bien-être personnel. Pour un début d'année scolaire, c'est carrément un calvaire que vivent les parents d'élèves, ni plus ni moins, pris en otage en cette année scolaire 2019-2020. Titre aujourd'hui, la dépêche à sa une. Dialogue politique, voici la position du clergé. Le journal en parle à sa une, plus de précision. Dans les colonnes de la dépêche, le révélateur du jour révèle gestion efficace de l'éclairage public. Oussou réchauffe les liens SBEE-Mairie. L'Association nationale des communes du Bénin félicite le ministre de l'Énergie pour son initiative salutaire. Cour constitutionnelle à présent, une douzaine de dossiers passés au peigne fin, titre le révélateur. L'Indépendant parle de la décrispation de la tension politique avec 5 propositions de loi au Parlement. Plus de 50 prisonniers bientôt libérés. Aucune chance pour les évadés et délinquants fiscaux. Journée continue sans autorisation dans les établissements privés. Les mises en garde du ministre Salimane Karimou. Et puis la primeur maintenant, animation de la vie politique du Bénin, Mouel Bénin, du président Ayadi en congrès extraordinaire les 2 et 3 prochains, c'est à Abomey. Adoption à l'unanimité des députés du premier rapport du président de la 8e législature, Louis G. Vlavonou, passe. Titre la primeur. Et puis grande retrouvaille des filles et fils de Glonou. Le comité d'organisation s'active pour réussir. Pont de Djonou, Godomain, et le journal en parle et titre « Les autorités déplorent l'incivisme des riverains ». Nous étions à la une du quotidien La Primeur, alors que le grand jury s'affiche à présent et titre en manchette « Projet de loi de finances exercice 2020 à forte densité sociale après la célérité du gouvernement ». Place à la procédure législative. Règlement de compte chasse aux sorcières à la commune. Tout Dango pris pour le retour.
de Mathias Kouanou à la mairie. Voilà ce que titre le grand jury. Mesdames, Messieurs, c'est ici que nous mettons un terme à la revue des titres sur Matin d'Éden de ce vendredi 25 octobre 2019. Merci de nous avoir suivis. Très bien, merci à vous, Mori Agua. Je suis particulièrement, je ne sais pas s'il faut dire, choquée ou heureuse de constater que vous avez les lèvres qui brillent. Cela m'emmène à me poser une question. Qui, ce matin, vous aurait mordu par mégarde? Bon, après, je dis ça, je dis rien. Nous passons... Les lèvres de qui? Non, vous allez dire, ne passez pas. Non, les lèvres. Vous n'avez pas la parole non plus. Les lèvres de qui? Donc, on passe simplement à présent. On va prendre la pause publicitaire et on vous revient. L'histoire d'un amour puissant, inévitable. Un voyage douloureux dans un univers miraculeux. Eva Luna. Parfois, le destin joue des tours inattendus, mais tout est dans les cartes si vous n'osez pas regarder. Un événement tragique qui conduit à une expérience qui change la vie. Jure que je vais retrouver l'homme qui t'a assassiné. Et je vais venger ta mort. Quand Eva rencontre l'homme de ses rêves, son pire cauchemar commence alors. Elle devient la cible la plus convoitée. On tente de la détruire et de la chasser des pensées de l'homme qu'elle aime. Parce que je ne supporte pas qu'une autre femme puisse s'approcher de lui. Tu te comportes parfois de façon obsessionnelle. Je suis une obsessionnelle. Mais rien ne pourra briser sa volonté. Et avec l'aide d'un allié secret... Mais moi, oui, je commence à te faire confiance. C'est vrai? Eva. Retrouvez chaque jour à 20h30 2 épisodes d'Eva Luna, votre nouveau feuilleton. Eva Luna, de l'amour, des intrigues, du suspense et de la haine. Décryptage, c'est votre tribune pour mieux comprendre un pan de l'actualité nationale. Décryptage, c'est tous les mardis et jeudis à 19h. Décryptage, c'est à suivre sur Eden Télévision et Diaspora FM. Eh bien, chers amis, vous savez, quand on voit notre président aux côtés du président russe et qu'on se met à sourire, eh ben, il s'agit simplement de Testane Gondéon. Ça se passe toujours comme ça. Elle a un lâche sourire, un sourire d'enfant tout bête, tout beau, et puis elle se dit « Oh, ce sont mes présidents !» Et puis voilà, c'est de cette façon qu'on l'installe aujourd'hui parce qu'elle a été particulièrement émue de voir ces deux présidents chouchous à la une la revue des titres de Mori Agua ce jour. Et puis voilà. Bonjour Tessani. Vous avez déformé les faits. Bonjour Natacha. En fait, eh oui, on buzz. J'étais particulièrement émue de voir mon président chouchou aux côtés du président du pays où je vis, tout simplement. Chers amis, faites pas attention à elle. Elle joue un petit peu avec les mots, mais bon, elle était contente de les voir. Oui, j'étais contente. Elle est peut-être présidente aussi en passant, je sais pas. Mais bon, en attendant, aujourd'hui, elle est là. Qui sait? En attendant, elle est là juste pour vous et on va y aller. Et oui, merci Natacha, merci à nos téléspectateurs et à nos auditeurs qui prennent encore une fois le rendez-vous de Matin d'Éden et donc de la rubrique Juste pour vous où nous parlons santé et bien-être. Le long de cette semaine, nous avons parlé des maladies en lien avec la période des pluies. Et il y a cette maladie dont on ne parle plus aujourd'hui puisque le Bénin a réussi depuis 3 ans à l'éradiquer de façon définitive. En tout cas, le Bénin a été déclaré par l'OMS État exempt
exemple de la poliomyélite, puisque c'est de cette maladie que je m'en vais vous parler ce matin. Toutefois, il est important de rappeler aux familles, de rappeler aux mères et aux parents combien il est important de maintenir le cap quand il s'agit de la lutte contre la poliomyélite. On était hier 24 octobre et tous les 24 octobre de par le monde, on célèbre la journée mondiale contre la polio. Alors ce vendredi, je vous ramène au cœur de cette maladie-là qui à un moment donné dans notre pays, comme dans tous les autres pays dans le monde, a sévi, paralysé beaucoup d'enfants, tué certains et ainsi de suite. La poliomyélite, qu'est-ce que c'est? C'est la question que nous nous posons tous certainement. C'est une maladie très contagieuse qui est provoquée par un virus qui envahit tout votre système nerveux et peut entraîner une paralysie totale en quelques heures seulement. Le virus se propage d'une personne à une autre principalement par la voie fécale orale ou moins fréquemment par le biais d'un véhicule commun, l'eau, les aliments contaminés par exemple. Le virus en question se multiplie dans notre intestin. Et les signes annonciateurs sont entre autres la fièvre, l'asthénie, les céphalées, les vomissements, la raideur de la nuque et les douleurs dans les membres qui sont donc les premiers signes. Et vous pouvez le voir à l'écran, c'est le type de paralysie qui peut survenir à la suite d'une infection à la poliomyélite. La plupart du temps, c'est une paralysie irréversible des jambes en général et ça intervient souvent dans un cas sur 10. Et entre 5 à 10% des enfants malades, il y en a qui décèdent justement du fait de l'arrêt de leur système respiratoire qui se retrouve également paralysé par la poliomyélite. Mais la bonne nouvelle a été depuis les années 1988 ou les années 1988 justement qu'on peut arrêter la poliomyélite tout simplement par la prévention. C'est l'une des rares maladies que l'on peut prévenir de façon systématique par le vaccin. Il n'existe pas de traitement qui puisse vous permettre d'en guérir définitivement, mais par la prévention, le vaccin anti-poliomyélique administré à plusieurs reprises aux enfants, on peut donc prévenir la maladie. Il y a des chiffres dans le monde qui alertent un tout petit peu, on ne va pas forcément y revenir, mais ce sur quoi je voudrais revenir rapidement, c'est l'initiative mondiale pour l'éradication de la poliomyélite, lancée en 88 et portée surtout par le Rotary International, accompagné, vous avez pu le voir dans les images précédentes, End Polio. C'est donc cette initiative lancée depuis les années 1988 par le Rotary International, accompagné par les gouvernements nationaux, l'UNICEF, voilà, l'OMS et très récemment la fondation Bill et Melinda Gates. Et cette initiative mondiale vise à éradiquer le mal dans le monde entier. Désormais, nous pouvons dire, comme les Rotariens eux-mêmes le disent, qu'ils sont à ça d'éradiquer la poliomyélite de par le monde, parce qu'il ne reste plus que 2 pays aujourd'hui, notamment l'Afghanistan et le Pakistan, qui sont encore exposés à la poliomyélite, où on a encore quelques 7 à 10 cas par endroit. Mais le Bénin, la bonne nouvelle, c'est que le Bénin est exempt depuis 3 ans de la poliomyélite. Nous avons été reconnus mondialement comme tel, mais comme je le disais tout à l'heure, il n'y a pas de traitement pour la poliomyélite. Nous sommes toujours exposés. Nous l'éradiquons peu à peu, mais qu'est-ce qu'il en sera véritablement? On nous déclare exempt, mais est-ce qu'on le restera très longtemps? Est-ce qu'il y aura résurgence du mal? On ne l'espère pas, mais la seule chose que nous puissions faire véritablement pour éviter que cela n'arrive, c'est de continuer la lutte dans ce sens. C'est continuer la lutte, c'est inviter tous les parents qui nous suivent ce matin à la télévision comme du côté de la radio à rester strict sur la vaccination des enfants. Quand votre enfant naît, de ses premiers jours à 14 semaines, l'enfant fait 4 vaccinations au total de la
poliomyélite. Et ces vaccinations sont gratuites. Là, ce sont des injections, des gouttes, entre autres, que les enfants prennent pour la vaccination de la poliomyélite. Donc, c'est de dire aux parents de ne pas manquer ces rendez-vous. Et pour les enfants de 0 à 5 ans, malgré que la vaccination a été faite entre 0 et 14 semaines, il est important, toutes les fois que vous entendez parler d'une campagne nationale de lutte contre la poliomyélite, d'une campagne nationale de vaccination anti-poliomyélique, que vous ameniez vos enfants au centre de santé ou que vous acceptiez que les agents vaccinateurs qui se promènent les vaccinent, parce que ce n'est que pour leur santé et pour maintenir justement notre position en tant que pays exemple de la poliomyélite. Alors, arrêtons parce qu'il y a beaucoup de polémiques autour des vaccinations. C'est pour protéger nos enfants. Faisons le bon geste pour les maintenir en bonne santé. Très bien, merci à vous. Merci Natacha. Future présidente de je ne sais encore quel pays, mais bon, de la Russie, carrément, elle est bonne celle-là. Alors à présent, chers amis, nous allons simplement parler de notre rêve pour le Bénin. Et nous avons justement tendu notre micro à une de ces personnalités béninoises qui œuvre d'arrache-pied, en tout cas pour que ce pays se porte pour le mieux. Nous allons simplement planter le décor et le découvrir. Je m'appelle l'honorable Gilbert Bangana, député à l'Assemblée nationale. Mon rêve, c'est quoi? Que nous soyons dans la quiétude et dans la paix, que la démocratie fonctionne et que le droit à la différence soit vraiment notre credo. C'est de faire en sorte que les dispositions que nous prenons, les lois que nous votons soient le maximum possible acceptées par le peuple. Notre pays a de l'avenir, des beaux jours devant, et nous devons rester vraiment le phare de la démocratie de l'Afrique. Très bien, nous devons donc rester le phare de la démocratie de l'Afrique. C'est là son rêve pour le Bénin. Et chers amis, je vous rappelle que nous vous tendrons également nos micros afin que vous puissiez partager avec nous votre rêve ou vos différents rêves pour le Bénin. À présent, nous allons prendre la pause que tout le monde attend impatiemment sur cette émission. Il s'agit bien évidemment de la pause humour. On va y aller. Eh ben oui, vous voulez vous prêter à la description, peut-être, y aller, pour nos amis auditeurs pour les amis qui sont à la radio, on voit bien un monsieur qui faisait comme il est au bord d'une brousse, je vais dire, hein, et donc il fait comme s'il voulait sortir un serpent. Vous savez qu'il y a des gens qui attrapent des serpents par la queue, et donc il le faisait, et puis on entendait des cris, des gens qui criaient, attention, les gens là étaient... Et lui-même, il fait la main aux gens derrière lui pour leur dire, poussez-vous, poussez-vous. Et il met sa main, il fait doucement, doucement, comme pour tirer le serpent, et finalement c'est une ceinture qu'il sort. C'est ça, c'est dit qu'il sort de la brousse, et il c'est la ceinture qu'on va prendre pour le bastonner. Il n'a rien compris. Très bien, nous allons à présent découvrir la seconde vidéo, peut-être, que nous propose Laurent Roland, Tonneikes, toujours dans l'humour. Adam. Ouais.
Regarde cette jolie pomme. Tu veux manger? Moi, manger pomme. Je ne suis pas comme la dame d'avant là. Hein. Laisse ça m'a quitté ici. Hein? Je ne suis pas dedans. Adam. Ouais? Regarde cette jolie pomme. Tu veux manger? Moi, manger pomme. Je ne suis pas comme la dame d'avant là. Hein. Laisse ça m'a quitté ici. Hein? Je ne suis pas dedans. Adam. Ouais? Regarde cette jolie pomme. Tu veux manger? Moi, manger pomme. Je ne suis pas comme la dame d'avant là. Hein. Laisse ça m'a quitté ici. Hein? Je ne suis pas dedans. Vous savez, il y a eu une phrase par ici, hein, entre-temps, pendant que la vidéo passait. La phrase, elle est, enfin, la suivante. J'aurais aimé que le serpent soit là. C'est-à-dire que pendant qu'il y a Ève, hein, qui invite Adam à prendre la pomme qu'il refuse, cette fois-ci, de consommer, ben, il aurait été bien que le serpent ait eu son droit de citer aussi en passant, mais bon. Très bien, chers amis, nous parlons à présent du chiffre du jour. Il s'agit de 99,9%, c'est là le chiffre du jour. Nous parlons bien évidemment de la poliomyélite qui aurait été ou qui serait éradiquée à 99,9% de par le monde. C'est de cela que nous parlons en ce jour à travers le chiffre du jour. Alors, qu'est-ce donc que la poliomyélite? Je sais qu'en général, notre cher ami Mori Yagwa est toujours prêt à nous donner toutes les définitions, j'allais dire. Il faut simplement retenir que la poliomyélite est un virus qui peut entraîner la paralysie et dont la contraction peut facilement être prévenue par le biais du vaccin justement de la poliomyélite. Et comment est-ce que ça se contracte? Comment est-ce que cette maladie-là, ou en tout cas cette infection-là, se contracte? Eh bien, ça se passe en général par l'eau, n'est-ce pas, Mori Yagwa? Oui, tout à fait. C'est une maladie qui se contracte par l'eau, vous l'avez dit. Les eaux contaminées. Les eaux contaminées. Et principalement, cette maladie attaque les membres inférieurs et entraîne la paralysie. Et si l'individu, par exemple, ça peut même aller jusqu'à la mort, hein, et si l'individu qui est attaqué, eh bien, le virus attaque les membres inférieurs au point où il n'est pas vite soigné, on ne trouve pas une solution, ça peut aller jusqu'à la mort. Et si vous voulez, je peux aller un peu dans certains détails. Très bien, mais juste avant, nous allons le rappeler quel est le mode de transmission de la poliomyélite. On a dit qu'il s'agissait de l'eau contaminée. Il y a également les aliments contaminés. Et également, quand on est en contact avec une personne qui en souffre déjà, il y a possibilité d'être infecté de cette façon-là. Oui. L'autre mode de transmission dont on ne parle pas souvent, c'est par les voies respiratoires. C'est possible d'inhaler justement le virus de la poliomyélite dans l'air, tout simplement. Alors, la chose à retenir, c'est que véritablement, cette maladie était est très virulente et nul n'est à l'abri de la dite maladie. C'est pour cela, justement, que les organismes dont nous allons parler tout à l'heure ont tout mis en œuvre, en tout cas pour réussir à l'éradiquer totalement, ce qui n'est pas encore le cas puisque nous parlons de 99,9% d'éradication de par le monde. Et à présent, Mori Yagwa, vous nous donnez des détails. Oui, en fait, on ne l'a pas dit, peut-être Teslanik l'a dit tout à l'heure dans son développement par rapport à cette journée célébrée aujourd'hui. Il faut dire que c'est une maladie qui attaque principalement les enfants. Et puis, grâce à l'OMS, l'un des partenaires de l'initiative mondiale pour l'éradication de la poliomyélite, aujourd'hui, quand même, cette maladie est en passe d'être complètement éradiquée, sinon qu'avec un taux de 99,98%,
on voit bien qu'il ne reste qu'un taux de 0,02%. Ce taux-là, on peut se demander, mais pourquoi il reste encore ce taux? Elle l'a dit également pour ceux qui nous avaient suivis. Pour ceux qui ne nous avaient pas suivis, c'est bien parce qu'il y a des pays qui n'ont pas réussi à éradiquer cette maladie. C'est bien le Pakistan et l'Afghanistan. On espère que ce sera fait plus tard qu'il y a un an. Le Nigeria faisait partie de ces pays, mais depuis un an, le Nigeria a quitté ce cercle des pays qui n'ont pas réussi à éradiquer cette maladie. Très bien, merci à vous, Moriagwa. Tessani Goudéon, nous parlons de poliomyélite et on n'a pas forcément connaissance des ravages que peut créer cette maladie, justement. Et je me souviens encore, il y a quelques années, de ces agents-là qui passaient dans les maisons et qui vous demandaient si vos enfants étaient vaccinés, ainsi de suite. Je me souviens également des parents qui, pour la plupart, étaient très réticents parce qu'ils ne savaient pas forcément, ils ignoraient tout du contenu de ces petits tubes que trimballaient les agents. Je me souviens de parents qui disaient carrément vous viendrez infecter mon enfant plutôt que de le guérir, et qui du coup était super réticent. Et je me pose une question, du moins cela m'emmène à me poser une question. Cette maladie, nous en avons dit pas mal tout à l'heure, mais est-ce que véritablement, comment est-ce qu'elle est virulente et pourquoi est-ce qu'il faut à tout prix l'éradiquer? Parce que jusqu'à ce jour, malheureusement, il y en a qui ne le comprennent toujours pas et pour qui la poliomyélite n'est rien d'autre qu'une maladie comme une autre, le paludisme, etc. Et ils ne comprennent donc pas pourquoi est-ce qu'on devrait faire autant de bouquins autour. D'ailleurs, toutes les maladies sont à prendre très au sérieux. On l'a vu le long de la semaine dans la rubrique Juste pour vous. Une simple grippe peut même entraîner la mort. Mais la poliomyélite, plus spécifiquement, comme les maladies graves dont on parle, doit retenir notre attention. Et je pense que partager avec nos téléspectateurs et auditeurs des chiffres pourrait les amener au cœur de la gravité de la situation, qui n'est plus aussi grave que ça à l'heure actuelle, puisque de 1988 à aujourd'hui, nous avons pu éradiquer le mal à 99% et nous sommes à quelques pas d'en arriver à une éradication totale, comme le cas de la variole aujourd'hui. Le nombre de cas dans le monde, dans 125 pays en son temps, avant 1988, était de 350 000 par an, dans 125 pays. Et en 2018, nous sommes passés à 33 cas notifiés dans le monde. Vous voyez, de 350 000 à 33 cas notifiés dans le monde. Et aujourd'hui, nous sommes à moins d'une vingtaine, selon les chiffres révélés par l'OMS en juillet dernier. Nous sommes à moins d'une vingtaine de cas dans les deux pays encore à risque aujourd'hui, l'Afghanistan et le Pakistan, tout simplement parce que ces pays-là sont des pays en guerre. Du coup, les agents vaccinateurs n'ont pas la possibilité de se déplacer comme il faut dans les zones encore à risque de ces deux pays-là pour la vaccination des enfants. Il y a trois types de cas de il y a trois types de poliovirus et les uns sont aussi virulents que les autres. Mais dans le monde, à un moment, on est allé jusqu'à 2,5 milliards de cas de poliomyélite. Vous imaginez des enfants, 2,5 milliards d'enfants, quand on estime qu'aujourd'hui on est un peu plus de 7 milliards d'habitants sur la Terre et qu'on a pratiquement un quart de cette population qui est exposée à cette maladie. Une maladie qui met les enfants dans l'état dans lequel on est en train de voir. Des enfants qui, la maladie en elle seule implique des enjeux économiques parce qu'il faut débourser de l'argent pour soigner les enfants, mais également des enjeux sociaux parce que ces enfants, qu'on le veuille ou non, du fait de la paralysie et du handicap qu'ils traînent désormais, seront dégagés socialement, auront des difficultés d'insertion sociale et professionnelle. Donc à tous les niveaux, je pense qu'il y a de quoi être prendre la lutte contre cette maladie-là comme notre cheval de bataille, c'est bien cela, comme les différents partenaires dont nous parlerons probablement de par le monde autour de l'initiative mondiale de l'éradication de la poliomyélite ont pris cela comme leur cheval de bataille. On devrait tous le faire.
Très bien. On devrait tous le faire. Et oui, Mori Agua, je vous donnerai la parole dans quelques secondes. Et je parlais justement de la gravité de cette maladie-là, parce qu'il y en a encore des pays dans lesquels la maladie continue de faire ravage. Donc, il faudrait peut-être leur expliquer que véritablement, cette maladie-là, c'est une maladie qui attaque votre enfant du jour au lendemain. Votre enfant se porte super bien, il est sur ses jambes, il gambade, mais du jour au lendemain, il commence à avoir des douleurs dans ses muscles et tout. Et puis, ça donne un petit peu ce que vous avez vu à l'écran. Pour ceux qui nous suivent, à la télévision, hein, vous voyez des enfants qui en viennent à avoir des membres totalement distendus, je vais dire, des membres qui se courbent, qui prennent toutes sortes de formes et qui donc par conséquent ne peuvent plus marcher. Ces enfants, je veux dire, ils se retrouvent dans des fauteuils roulants du jour au lendemain. Il y en a même qui perdent la vie, et c'est dire combien véritablement cette maladie est grave. Et du coup, on en parlera probablement tout à l'heure. C'est le lieu également de remercier ces différents organismes pour la lutte qu'ils mènent, hein, parce qu'aujourd'hui on est tout de même à 99,9% de taux d'éradication, et c'est énorme. Oui, Moriago. Voilà, vous l'avez dit, c'est ce que j'allais dire, remercier les organismes. Si on a atteint aujourd'hui ce taux, c'est grâce aux efforts des gouvernements et bien sûr de certaines organisations internationales. On va citer l'OMS qui en est pour beaucoup. On va citer Rotary International, les Center for Disease Control and Prevention des États-Unis d'Amérique, et puis l'UNICEF, la Fondation Bill et Melinda Gates également. Donc, ce sont ces organisations-là qui ont aidé le monde entier à atteindre ce taux, de 99,98%. Il faut également ajouter qu'aujourd'hui, il faut dire que cette maladie subsiste plus que dans les communautés les plus démunies et les marginalisées du monde, où elle hante les enfants les plus vulnérables. Teslanik en parlait. Vous avez vu, aujourd'hui, les projecteurs sont allumés sur l'Afghanistan et le Pakistan. Ces pays-là, quand même, face auxquels des réflexions sont encore menées par ces organisations-là afin de trouver des solutions pour définitivement éradiquer cette maladie du monde. Parce que s'il reste encore des pays où on peut retrouver ces virus-là, ça veut dire quand même que le risque est toujours là. Le risque est toujours là. Parce qu'il suffit qu'un des habitants de ces pays-là voyage dans un autre pour que la contagion se répande à nouveau et que ça reprenne. Et du coup, le risque, il est toujours là, il est tangible. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a réussi à atteindre les 99,9% de taux d'éradication, mais tant qu'il en restera 0,0001%, le risque de contagion pour les autres pays est toujours là, il est toujours énorme. Et justement, Tessanik Moudéon, qu'est-ce qui est fait aujourd'hui dans ce sens-là, du côté de ces pays qui sont toujours contaminés, pour qu'on puisse réussir à en arriver à une éradication totale? La poliomyélite reste l'une des maladies pour lesquelles il n'y a pas de traitement. Quand votre enfant est atteint, c'est pratiquement irréversible, la paralysie intervient, et après c'est parfois même une paralysie des muscles respiratoires, comme on le disait tout à l'heure, qui conduit à la mort. Donc le seul moyen reste la prévention. Prévenir le mal, et cela passe par la vaccination. Malgré que dans plusieurs pays, nous sommes exemptes, notamment le cas du Bénin, qui moi me réjouit particulièrement. Nous sommes depuis 3 ans, et notre grand voisin, le Nigeria, ne l'est que depuis 1 an. C'est dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites, notamment sur le plan de la prévention, et c'est bien ce qui continue d'être fait du côté de ces pays-là, mais du fait que ce soit des pays en guerre, et où il y a encore beaucoup de foyers de tension, c'est difficile pour ces agents vaccinateurs. Oui, on veut sauver la vie des autres, mais pas au prix de notre propre vie. Même s'ils prennent beaucoup de risques, il y a encore de petits détails en lien avec les tensions dans ces pays qui limitent un peu l'action mondiale lancée dans ce sens. Sinon, il ne reste que ces deux-là. Et je pense que si on arrive à résoudre la question de la paix dans ces pays-là, on pourra également impacter véritablement les actions sanitaires qui sont prises dans ce sens, notamment pour l'éradication de la poliomyélite. Si on l'a réussi ailleurs, on peut le faire. Oui, vous parlez de tensions dans ces pays-là, et une question me vient à l'esprit. Est-ce à dire
dire qu'il n'y a pas de tension dans les autres pays en guerre. Il y en a quand même pas mal de pays en guerre et tout de même, on a réussi à éradiquer la poliomyélite. Évidemment. Alors, quelle est la spécification du côté de ces pays ici pour que... Je ne saurais véritablement le dire, mais je pense que il y a beaucoup de pays où l'éradication a été chose effective depuis plusieurs années. Et tant qu'il y a des cas qui subsistent encore, c'est que la contagion peut reprendre et continuer, le processus peut continuer. Donc je me dis, je ne peux pas le prouver, je ne suis pas sûre que ce soit le cas, mais je me dis dans d'autres pays, la guerre n'a pas commencé du jour au lendemain. Et c'est bien possible que l'éradication ait été chose effective avant les situations de crise qu'on a connues. Pour le cas de l'Afghanistan et du Pakistan, c'est des pays où la guerre est présente. À un moment, on parle de paix, le jour d'après, c'est la guerre qui ressurgit, voilà, et ainsi de suite. Je pense que les procédures qui ont été mises en place dans les autres pays en guerre et où des foyers de tension existent tout de même. Même au Nigeria, il n'y a pas, enfin, c'est pas totalement blanc. On dira pas que tout va bien. Il y a le Mali, par exemple, qui est exempt également, mais où des foyers de tension sont nés ces dernières années. Je crois en 2014 et 2015, on a eu pas mal de crises du côté du Mali. Donc, c'est dire que si dans ces pays on a pu le faire, il y a certainement des stratégies qui sont en train d'être mises en place pour arriver à toucher les zones encore à risque, parce que c'est moins d'une vingtaine de cas. On y arrivera assurément. Assurément. Et rappelons rapidement les pays concernés. C'est bien l'Afghanistan et le Pakistan. L'Afghanistan et le Pakistan. Il faut dire d'ailleurs que ce sont des pays, en tout cas, qui sont perpétuellement en tension. Les foyers de tension de ce côté-là ou de ces côtés-là sont presque jamais éteints. Il y en a toujours, c'est un petit peu comme la braise qui couve. Il y en a toujours là en instance et d'un moment à l'autre, il surgit et puis voilà, le feu qui reprend. Et effectivement, il est assez difficile dans ces cas-là de mettre une véritable stratégie en place et pouvoir un petit peu mieux contrôler la chose. Oui, Maurice. Je voudrais juste ajouter que dans un cas sur 200, l'infection aboutit à une paralysie irréversible en général des jambes. C'est en fait l'irréversibilité de la chose qui attire mon attention. Une paralysie irréversible, c'est pour montrer la dangerosité, la gravité, je peux dire, de cette maladie qui est impitoyable. Et donc, au Bénin, par exemple, on connaît beaucoup de personnes, même de grandes stars, qui ont été victimes de cette maladie. Peu s'en fallait que ces personnes perdent totalement l'usage de leurs membres. Très bien. Et donc, aujourd'hui, quand même, ça ne constitue pas un frein pour ces personnes-là qui ont réussi à dominer ce mal et à se hisser haut à la face du monde et à faire la fierté de tout un peu. Très bien. Je pense que Tessani Goudéon l'avait très bien mentionné plusieurs fois, à la fois à travers Juste pour vous et également tout à l'heure dans la conversation, mais il était important de revenir sur ça tout de même pour que chacun prenne le pouls quand même de la gravité du mal dont nous débattons ce jour. Alors le chiffre du jour, c'était ça, 99,9% de taux de poliomyélite, je veux dire d'éradication carrément. Nous avons pratiquement réussi à l'éradiquer à 99,9%. C'est très important et c'est le lieu de remercier tous les organismes toutes les organisations qui se sont donné la main justement pour qu'on arrive à ce taux d'éradication. C'est super important, même s'il nous reste encore quelques pays spécifiques à atteindre totalement afin que cette éradication soit totale et que par conséquent toute la nation, je veux pas dire la nation, que la planète se tienne bien ou se tienne tranquille, parce que ça voudra signifier simplement qu'il n'y aura plus de danger du tout de contagion. Eh bien oui, Moriagua, si vous me le permettez, Natacha Kofi, c'est le lieu quand même d'attirer l'attention des uns et des autres sur ce phénomène. Certaines confessions religieuses qui n'admettent pas qu'on
que ces gens qui vaccinent passent dans les maisons, non, mais je puis pense, encore oui. Mettre des gouttes de Oui, quelque chose dans la bouche nous de en leurs avons enfants. déjà parlé tout à l'heure, Moriagua. Nous allons C'est pour dire simplement quand même conclure. qu'il faut saluer la clairvoyance de ces personnes-là qui, malgré cette barrière, ont accepté. Parce que c'est quelque part, parce que ces personnes-là, malgré la religion, ont accepté qu'on a pu éradiquer ce mal dans les pays. Très bien, donc, merci beaucoup. Merci la à lutte vous, continue, oui, la lutte continue. Et donc, chers amis, vous avez compris, nous parlons de poliomyélite et c'est très important. C'est un virus mortel. C'est un virus qui détruit la vie de vos enfants, qui détruit la vie de nos enfants. Et par conséquent, il faut absolument accompagner le mouvement planétaire d'éradication. Faites tout ce que vous pouvez pour permettre à ces organisations-là de mettre en place des systèmes, les plans nécessaires, les plans adéquats afin de l'éradiquer totalement. Alors, c'était là le chiffre du jour aujourd'hui. Merci à vous, chers amis friands du chiffre du jour. Maintenant, nous allons passer à la suite du programme. Je sais que vous attendez depuis quelques minutes le face-à-face. Notre invité est en route pour nos studios. Alors, d'ici là, vous l'aurez justement présente sur ce plateau pour le face-à-face. Mais en attendant, nous allons parler Think Loud. Et je vous rappelle qu'il y a également les dessins de la semaine qui sont là, mais avant, nous allons parler Think Loud et le sujet d'aujourd'hui, c'était celui d'hier. On va vous le rappeler juste après avoir planté le décor. Eh bien oui, chers amis, je vous le disais un petit peu plus tôt. À présent, nous parlons de Think Loud. Think Loud, qui, je vous le rappelle, signifie penser à haute voix. Et c'est la tribune à travers laquelle nous vous donnons la parole. Vous avez donc la possibilité d'appeler et être en direct avec nous sur cette émission, histoire de partager avec nous vos différentes opinions. Le numéro à composer, c'est le 69 32 03 03. 69 32 03 03 et vous pouvez également laisser vos différentes opinions du côté de notre page Facebook Bena Eden TV. Depuis hier donc nous parlons du harcèlement en milieu scolaire. Alors le harcèlement en milieu scolaire, qu'en est-il? Est-ce un mythe? Est-ce une réalité? Hier il y en a qui ont dit que cela allait dans les deux sens. Autant y a-t-il harcèlement donc allant des femmes ou des élèves vers les professeurs hommes, autant il y en a allant des professeurs vers les élèves. Alors aujourd'hui, nous allons simplement continuer cette discussion et je vous le rappelle une fois de plus, les antennes vous sont ouvertes. Vous pouvez donc appeler le 69 32 03 03. Hier, tout le monde n'était pas content de nous entendre dire qu'il y avait des professeurs hommes qui harcèlent leurs élèves. C'est triste, mais c'est la réalité. Et même si de plus en plus, il y a des femmes ou des filles qui également usent de subterfuges pour harceler leurs professeurs, nous avons l'obligation de parler de tous les cas de figure. Et justement, nous avons un ami en ligne que nous allons installer. Bonjour. Merci de vous présenter, cher ami. Très bien, il est parti. Je pose Testanik Roundéon que je vais... nous aider pour le son. Oui, je comptais justement donner la parole à Testanik, histoire qu'on se focalise sur elle pour que vous puissiez nous aider pour le son. C'est ce que j'allais faire. Mais bon, nous allons demander à notre cher ami Didier de bien vouloir nous aider à entendre tous les amis qui nous appellent aujourd'hui. Alors, bonjour, si nous avons un ami en ligne, merci de vous présenter. Bonjour, cher ami. Très bien. Je vous rappelle, soit dit en passant, que lorsque vous composez le numéro, veuillez rester aux côtés de vos téléphones. Veuillez être attentif, s'il vous plaît, parce qu'il arrive que nous décrochions, que vous soyez en direct. Et malheureusement, vous ne parlez plus et du coup, on est obligé de raccrocher parce que il y a un ton scrupuleusement imparti à cette rubrique. Oui, il faut aussi rappeler qu'il y a des enfants qui s'amusent avec le téléphone. On a vécu cela la semaine dernière, donc il faut dire aux enfants. Vous avez vécu ça? Votre enfant s'est amusé avec votre téléphone? Non, ici. Il y avait un enfant en ligne qui appelait et dès qu'on dit allô, il raccrochait. Donc, oui, tout à fait. Ah, donc, ça, je ne le savais pas. C'est vous qui nous falloir informez. Oui, bonjour, cher ami.
Très bien, il est parti. Alors, en attendant qu'on en ait un qui arrive à plaire au dieu des ondes, nous allons recueillir votre avis sur la question. C'est vrai qu'hier, on avait déjà commencé, mais on n'a pas pu aller bien loin, justement. Donc, aujourd'hui, Tessani Mouléon, le harcèlement en milieu scolaire. C'est effectif, on saurait parler de mythe dans ce cas précis parce que je pense que les différents avis recueillis auprès de nos téléspectateurs et auditeurs au cours de l'émission hier n'ont fait que nous conforter dans l'idée que le harcèlement sexuel existait véritablement. Que ce soit le professeur qui le subisse de la part d'un élève ou un apprenant qui le subisse de la part d'un enseignant, les cas sont multiples et véritablement réels, voilà, dans nos différents établissements. Mais il faut rappeler à l'attention des uns et des autres, en tout cas c'est comme ça que je vis la chose, c'est déplorable puisque l'école est censée être un lieu d'éducation, un lieu d'apprentissage. Si on a un ami en ligne. Je ne sais pas s'il est là, mais je voulais simplement dire que oui, il est là. Bonjour cher ami. Merci de vous présenter. Bonjour. Oui, salut le plateau. Bonjour. Oui, on vous écoute. Au nom de Richard Maruna. Très bien, on vous écoute. Oui, bonjour. Oui, monsieur, on vous entend parfaitement. Oui, je pense que l'harcèlement sexuel en milieu scolaire aujourd'hui, je dirais, est devenu une monnaie courante. Très bien. De la part des professeurs envers les élèves, de la part des élèves aussi envers les professeurs. Très je comprends pourquoi est-ce que une élève qui dit à son professeur, oh, monsieur, vous êtes encore trop élégant ce matin, vous êtes très beau, vous avez une élève qui déjà dit ça à son professeur, permet au professeur de courir après elle. Et ça là, c'est très facile parce que c'est l'élève même qui a fait d'abord l'avance au professeur. Et lorsque le professeur va lui donner rendez-vous quelquefois, c'est vite fait. Mais vous ne pensez pas que ce soit innocent? Les élèves, c'est ça que nous allons essayer. Pardon? Ne pensez-vous pas que ce soit un compliment innocent? Je ne sais pas si c'est une sensibilisation. Oui. Que nous allons faire au niveau de tous les collèges au Bénin. Bien, oui. Parce que ça, on ne peut pas quand même parler de ça sur les antennes pour que les enseignants puissent quand même prendre conscience de, comment dirais-je, de l'acte qu'ils sont en train de poser vis-à-vis de leurs élèves. Monsieur, j'ai une question à vous poser. Lorsque vous êtes appelé pour... Alors, ma question, elle est la suivante. Je suppose que vous avez un enfant à la maison, autant une fille ou un garçon, en tout cas, vous avez des enfants à la maison. Comme en tant que père, il vous arrive de vous habiller un petit peu mieux que d'habitude, quand vous êtes super sapé un matin, est-ce que l'un de vos enfants arrive à vous dire « Ah, papa, vous êtes très bien habillé aujourd'hui » Est-ce que cela suffit pour que vous fassiez des avances à votre enfant? Oui, mes enfants... C'est une question. Non, c'est mon enfant. Oui, c'est mon enfant. Très bien. Mon enfant peut me dire, papa, vous allez où? Ce que vous allez porter là, lieu où vous allez. Vous allez par exemple à un anniversaire, à un enterrement. Vous êtes mis en culotte, comment vous l'appelez, culotte déchirée. Oui. Et tu dis à ta fille, je vais à l'enterrement. Tu te dis, oh papa, ça ne te convient pas. Mais si tu te mets par exemple en boba, ta fille te dit, papa, vraiment, tu es très beau, hein. Merci papa, il faut vite revenir. Très bien. Ça, là, ça se comprend. Mais une élève qui dit à son professeur, vous êtes bien habillé. Alors, c'est dommage qu'il soit parti. Vous savez, chers amis, je posais cette question dans une optique. C'est dire simplement que la première chose à retenir quand on est enseignant, c'est que nous sommes les parents des élèves, les parents des apprenants. Alors, pour ma part, je me permets de le dire, si un élève ou un élève fille ou un élève garçon fait un compliment à son professeur, à son maître et tout ça, cela ne suffit pas justement pour que l'enseignant en question se mette à lui faire des avances. Cela ne justifie pas du tout cet acte-là, pour ma part. Et je souhaite que cet ami qui nous a appelés nous revienne, parce que c'est justement cette opinion-là qui justifie
justifier les questions que je lui posais. C'était de comprendre si véritablement les enfants, parce que vous savez, aujourd'hui, nous avons des enfants qui sont très spontanés. Très expressifs. Qui sont très expressifs et qui sont très libres de l'éducation aujourd'hui. Oui. Et justement, ce n'est pas parce qu'un enfant vous dit, vous êtes très bien habillé, monsieur, aujourd'hui, que ça suffit pour que ça sous-entende qu'il vous fasse des avances. Voilà, pas du tout. C'est très spontané venant des enfants aujourd'hui, comme il arrive de dire, ah, monsieur, vos chaussures. C'est très beau, c'est super spontané. C'est ça. Nous avons un ami en ligne que nous allons installer. Bonjour. Merci de vous présenter. Vous êtes déjà en direct. Monsieur, on a du mal à vous entendre. On vous entend très faiblement. Ah, c'est Mao François. Très bien, Mao monsieur. François. Merci, on vous écoute. Oui, je vous ai appelé de Glodibé. Ah, bonjour à tout le monde du côté de Glodibé. On vous écoute, Merci. monsieur. Oui. Merci encore de revenir sur le sujet aujourd'hui. Oui. Sinon, j'avais le plaisir de participer aux côtés de harcèlement au niveau des élèves que vous avez soumis la dernière fois. Oui. Et on a parlé de ça. Cette fois-ci, aux côtés des professeurs, c'est-à-dire les élèves, les apprenants accèdent les professeurs, ça, c'est vraiment un autre cas particulier. Oui. Mais ça, cette professeur-là, si vous me le permettez, parce que ça devient récurrent. Le professeur femme. Donc, les professeurs femmes, aujourd'hui, il y a d'autres qui se comportent responsables. Et certaines qui ne sont pas aussi responsables que ça. Très bien. Donc, le métier est tellement, je ne sais pas comment le dire, qu'il arrive des fois, les professeurs aussi, ils sont amoureux de manière discrète. D'accord. Dans des élèves. Donc, et ils le font par les zigotos, jusqu'au point où ils se donnent des sobriquets à l'école. Oui. Et quand la maman et la dame s'est habillée d'une manière ou d'une autre, donc ce monsieur ou bien celui à qui il s'adresse connaît déjà et les yeux, les choses. C'est vrai, on ne peut pas s'en passer de ça, mais c'est aussi très rare parce que après tout, c'est son professeur. Mais on va remercier tout le travail que vous êtes en train de faire par rapport à cela parce que je suis très content de ça. Donc, ça là, c'est vraiment, ça n'existe même pas autant. Pas autant. Mais c'est pas grave. Je serai en train de vous suivre encore s'il y a d'intervention. Je vais revenir. Très bien, merci monsieur et agréable écoute à vous. Eh bien, en attendant, chers amis, je reviens simplement à Tessani Kirondéon qui tout à l'heure n'arrêtait d'acquiescer justement par rapport à tout ce que notre interlocuteur disait. Hein. Alors, il faut dire qu'il a mentionné une chose importante, en parlant justement des professeurs femmes qui tombent amoureuses. En tout cas, ça va dans les deux sens. Les professeurs femmes qui tombent amoureuses de leurs élèves garçons ou les garçons justement qui tombent amoureux. Après l'expression tomber amoureux, moi, ça me pose un problème. Donc, les professeurs femmes qui sont amoureuses de leurs élèves garçons ou les élèves garçons non, qui sont amoureux de leurs professeurs femmes, en fait, en tout cas, ça va dans les deux sens. Il en parlait donc et il disait que ce n'était pas aussi criard que ça. Et du coup, que ça pouvait aller. Et je vous ai entendu dire rapidement, non, même si ce n'est pas aussi criard, il faut tout de même pouvoir s'en passer. Oui, c'est très important. L'école, j'ai commencé à le dire, à mon avis, est un lieu d'apprentissage. C'est pas le lieu où l'enfant devrait apprendre comment tomber amoureux ou de qui tomber amoureux, et ainsi de suite. Je ne suis pas d'accord. Je pense que les enfants doivent véritablement se sentir en sécurité et protégés quand ils vont à l'école. Vous avez commencé à le dire, Natacha, les élèves devraient pouvoir compter sur leurs enseignants comme s'ils étaient aux côtés de leurs parents quand ils vont à l'école. Je ne vivrai pas dans ma maison ou je ne serai pas en sécurité chez moi si mon parent ou mon frère, Dieu nous épargne, commence à avoir certaines tendances vis-à-vis de moi. Ce n'est pas possible. On décrit déjà le cas de la relation élève-élève parce que cela inhibe d'une façon ou d'une autre l'élan des enfants à donner de meilleurs résultats à l'école. Et il faut accepter, parce que ce n'est pas encore criard, le cas des enseignants vers les apprenants ou des apprenants vers les enseignants. Je dis non, il faut
qu'à tous les niveaux, les uns et les autres puissent prendre conscience de ce que véritablement l'école, c'est pas pour ça. L'école, c'est pour étudier, l'école, c'est pour l'éducation, l'école, c'est pour l'apprentissage, et on ne fera que ça à l'école. Quels que soient nos besoins, apprenons à contrôler notre libido, quoi. C'est pas à l'école que vous allez vous déchaîner sur les élèves. De toute façon, il y en a qui disent que le contact crée l'amour. Oh, non, non, non. Et j'en entends justement. Ça fait combien de temps? J'en entends qui... Ça fait combien de temps qu'on est ensemble, mais j'ai pas vu l'amour. Vous voulez bien que j'aille jusqu'au bout de ma phrase? Alors, j'en entends qui réagissent en disant justement que, bah, écoutez, on est en contact les uns des autres au quotidien pendant combien d'années, pendant combien de mois, pardon, et tout. Et ben voilà, ça crée l'amour, ça crée des liens, ça crée des frictions. Non, vous n'allez pas à l'école pour ça. Non, il faut reconnaître, Natacha, il faut faire la part des choses. Merci. Il faut faire la part des choses quand on est à l'école, c'est pour l'école, et puis on est venu chercher la connaissance, échanger la connaissance, et donc ce n'est pas pour jouer aux amourettes, aux pigeons à l'école. Donc voilà, on va à l'école pour étudier, il faut que ça soit clair. Les parents ont dépensé, investissent, attendent des résultats et non des grossesses. Donc c'est clair, il faut le savoir. Et donc le ministre Mario Kako a bien fait. Vous avez vu, ça faisait partie des premières réformes rapidement mises en place. Hein. L'habillement des professeurs, les professeurs qui enceintent les élèves, même les élèves qui enceintent leurs camarades là, voilà, on tape fort. Et donc que chacun sache préserver, non, contrôler ses libidos. Afin qu'on ne puisse plus assister à ce genre de choses. Très bien, les amis, eh ben on va simplement conclure rapidement. Mais l'autre chose, si vous permettez, en 45 secondes, rapidement, si vous de dire que beaucoup de choses... dans les 45 secondes. Vous venez de me prendre 10 secondes. Oui, allez-y. Beaucoup de choses sont faites. J'ai entendu notre précédent intervenant dire tout à l'heure qu'il faille sensibiliser. Je pense que beaucoup de choses sont faites dans ce sens. Des organisations de la société civile se mettent au front pour dire aux parents, aux élèves, aux enseignants combien chacun a un rôle important à jouer dans l'éradication du harcèlement au milieu scolaire. Donc, c'est de rappeler aux uns et aux autres de s'intéresser à ces initiatives quand elles viennent dans leur école, d'écouter ce que les gens disent parce qu'on pense tout savoir, mais on ne sait pas toujours. Comment gérer également pour que ça ne nous retombe pas dessus, c'est important de le savoir et ces organismes-là se mettent dans cette dynamique à travers les sensibilisations. Très bien. Eh bien, nous avons encore 5 minutes, hein, chers amis. Du coup, le numéro à appeler, vous le connaissez, c'est le 69 32 03 03. 69 32 03 03. Le numéro donc à composer pour être en direct avec nous sur cette émission et principalement sur cette rubrique Think Loud, qui, je vous le rappelle, signifie simplement penser à haute voix. Donc, Mori Agua, je sais que vous avez tout à l'heure fait le tour en parlant de grossesse. On a un ami en ligne. Bonjour, merci de vous présenter, cher ami. Oui, c'est Maona qui est revenu. Très bien, on vous écoute. Je ne suis pas allé au bout de mes idées quand j'avais appelé. Oui, on l'a constaté. Je disais que l'école constitue d'abord un milieu d'éducation, un milieu de donner et de recevoir. Oui. Qu'est-ce qu'on donne et qu'est-ce qu'on reçoit? Un milieu laissez-le aller jusqu'au bout. Un élève fait ce qu'il peut faire dans l'avenir. Oui. Ce n'est pas forcément aller à l'école et devenir journaliste comme vous qui êtes là au plateau ce matin. Ce n'est pas aller à l'école pour devenir ministre, président, etc., etc. Très bien. Aller à l'école, ouvrir son entreprise et savoir recevoir les gens, savoir rédiger des projets, savoir faire des choses. Même on va à l'école pour devenir un commerçant. Mais là, on dit souvent que le contact crée l'amour. Quand on dit que le contact crée l'amour, ce n'est pas à l'école où les professeurs et les élèves vont devenir des amants. Très bien. Merci de répéter cette phrase. À l'école où oui, ce n'est pas l'école où les élèves, les professeurs et leurs camarades professeurs vont devenir des amants. Exactement. Vous qui êtes au plateau, je sais que vous êtes marié et je suis journaliste aussi, je pense que cette idée-là ne peut jamais me traverser l'esprit. Absolument. Le plus grand des travail doit se faire au niveau des parents à la maison. Ça, j'en suis conscient, je parle en tant que parent. Oui. Nous devons parler à nos filles, surtout à nos filles, à la maison,
Comment aborder vos professeurs à l'école? Lorsqu'un professeur commence à vous faire des avances, si vous ne pouvez pas aller directement à l'administration dénoncer, vous pouvez venir me dire ça à la maison. Parce que rapidement, les élèves tombent dans le piège des professeurs. Je vais céder pour avoir de bonnes notes. Oui. Je vais céder pour que le professeur, à la fin du mois, puisse me donner 500 francs, 1000 francs. Oui. Et ça pousse certaines filles à rapidement tomber dans le piège des professeurs. Il faut également dire qu'il y a beaucoup plus que ça. Hein. Il y a ces professeurs-là également ces professeurs-là qui mettent une pression psychologique sur leurs élèves, justement. Ce n'est pas toujours une question d'argent ou de notes. Il y en a qui véritablement vous harcèlent en classe, ils vous insultent, ils vous mettent tellement mal à l'aise qu'au bout du compte, certains élèves, certains élèves finissent par céder pour avoir la paix, justement. Justement, lorsque le professeur mettre pression sur l'élève, il faut que l'élève aille à l'administration, informer soit le surveillant, soit le censeur, si c'est possible, parler au responsable de la classe. Parce que le responsable de la classe et ses camarades voient ce que le professeur est en train de faire à cet élève-là. Et si c'est parce que le professeur a fait une avance à la fille, elle a refusé que le professeur commence par l'insulter n'importe comment devant ses camarades, je pense que ces camarades-là peuvent témoigner devant l'administration. C'est ça. Donc, il faut que les élèves soient aussi conscients, les filles en l'occurrence, soient conscientes du fait que lorsqu'un professeur te fait une avance que tu refuses en classe, et le professeur va vouloir t'humilier devant tes camarades, mais pourquoi ne pas aller dire ça à la surveillance? C'est ça. Voilà, c'est ce que je veux dire par rapport à ça. Merci, monsieur. Oui. Pour les professeurs qui prennent de vilains plaisirs, parce que l'élève te dit, monsieur, vous êtes bien habillé, et ça, c'est une opportunité pour toi, le professeur, de courir derrière cet élève. Je pense que tu es très inconscient. Parce que tu es appelé à éduquer l'enfant, tu es appelé à lui transmettre ta connaissance. Donc, quand l'élève t'aborde, je pense que c'est plutôt une occasion pour toi, le professeur, de lui dire, et il faut beaucoup apprendre, pour devenir comme moi, pour devenir ce que tu souhaites, il faut apprendre. Ça, c'est une occasion quand même pour ce professeur, par exemple, de prendre cet élève-là comme son propre enfant. Très bien. De ce que lui, il est appelé à faire dans l'établissement. Très bien. Merci à vous, monsieur. Merci beaucoup pour cette intervention, cette belle intervention, je devrais dire d'ailleurs. Alors, passez une excellente journée et merci de rester fidèle à nos programmes. Eh bien, nous avons fait le tour. Alors, je vais vous remercier. Vous avez peut-être un mot de la fin sur le sujet. Rappeler qu'à tous les niveaux, nous avons une responsabilité. En tant qu'apprenant, fille ou garçon, je sais que je vais à l'école pour étudier et pas pour autre chose. En tant qu'enseignant, je sais également que je suis dans une posture d'enseignant, donc je protège mes apprenants. Et en tant que parent, je sais que je dois veiller sur mes enfants pour leur assurer une bonne éducation à l'école, mais à la maison, mais que cela puisse se poursuivre du côté de l'école. Et je dois y veiller. Très bien, merci Tessaline Goudayon. Je pense quand même que nous devons remercier les auditeurs, les téléspectateurs qui ont pu appeler pour creuser, pour un peu aborder le sujet, crever l'abcès et tout. Et donc, je pense que c'est la sensibilisation. Teslanik l'a dit, il faut que les organismes de sensibilisation s'y intéressent davantage. Saboran l'a fait de la plus belle manière à travers sa chanson, aller à l'école pour votre avenir et tout. Bon, d'accord. Et donc, c'est cela. Donc, je pense qu'on va aborder de plus en plus de sujets plus intéressants, des sujets de société pour davantage éduquer. Très bien. Alors, chers amis, vous l'avez compris, l'école, ce n'est pas fait pour l'harcèlement, pour le harcèlement, pas du tout. L'école, c'est le lieu, l'endroit où vous vous rendez tous les matins pour acquérir des connaissances, pour grandir à la fois intellectuellement que physiquement, mentalement, socialement et tout ça. Vous allez donc à l'école pour apprendre, vous allez à l'école pour vous forger un caractère, une personnalité, une connaissance et pouvoir plus tard atteindre vos différents objectifs. Et justement, quand on vous envoie à l'école, chers amis apprenants, chers petits frères, petites sœurs, c'est pour que vous puissiez demain contribuer à l'essor de cette patrie qui est la nôtre. Et c'était là donc le Think Loud du jour, le harcèlement en milieu scolaire. Nous en parlions il y a quelques minutes. Nous allons à présent prendre la pause publicitaire et vous revenir pour le face-à-face.
l'histoire d'un amour puissant, inévitable. Un voyage douloureux dans un univers miraculeux. Eva Luna. Parfois, le destin joue des tours inattendus, mais tout est dans les cartes si vous n'osez pas regarder. Un événement tragique qui conduit à une expérience qui change la vie. Je jure que je vais retrouver l'homme qui t'a assassiné. Et je vais venger ta mort. Quand Eva rencontre l'homme de ses rêves, son pire cauchemar commence alors. Elle devient la cible la plus convoitée. On tente de la détruire et de la chasser des pensées de l'homme qu'elle aime. Parce que je ne supporte pas qu'une autre femme puisse s'approcher de lui. Tu te comportes parfois de façon obsessionnelle. Je suis une obsessionnelle. Mais rien ne pourra briser sa volonté. Et avec l'aide d'un allié secret... Mais moi, oui, je commence à te faire confiance. C'est vrai? Eva. Retrouvez chaque jour à 20h30 2 épisodes d'Eva Luna, votre nouveau feuilleton. Eva Luna, de l'amour, des intrigues, du suspense et de la haine. Eva. Merci, mesdames et messieurs, d'avoir pris le rendez-vous du face à face. Elle a planté le décor. Je parle de Natacha Kofi. Aujourd'hui, nous parlons de cette initiative Octobre Rose par les influenceurs. Les influenceurs, j'y suis arrivé. De quoi s'agit-il? Pour en parler, nous recevons sur face à face Nadège Bignon Anago. Nadège Bignon Anago, bonjour. Bonjour Maurice Lagua, bonjour à tous les téléspectateurs d'Eden TV. C'est un plaisir pour moi d'être là. Tout savoir sur Octobre Rose, quelle signification Nadège Bignon Anago. Qui est Nadège Bignon Anago déjà? Alors, rebonjour à tous. Nadège Bignon Anago, je suis web activiste, web entrepreneur. Je suis communicatrice et je suis aussi animatrice TV sur une télévision de la place et je suis l'initiatrice du projet Octobre Rose qui, cette année 2019, est à sa 2e édition. D'où vous est venue l'idée de ce projet Octobre Rose par les influenceurs? Pourquoi par les influenceurs? Exactement, et je vais remercier, elle me suit certainement, puisque je lui ai dit que je serais là, la présidente de cette ONG-là qui, l'année passée, m'a interpellée parce qu'elle avait une activité à faire à Cotonou. Elle n'habite pas à Cotonou, mais elle avait une activité à faire sur le cancer du sein à Cotonou. Et donc, elle avait besoin d'influenceurs pour relayer l'information sur les réseaux sociaux. Alors, les influenceurs, c'est les personnes qui, par un petit post, déclenchent des likes, beaucoup de commentaires. Donc, c'est des web activistes. Et donc, après que nous ayons fini de travailler, je me suis dit, ben, si quelqu'un m'appelle, est prêt à me payer pour que je puisse parler d'un sujet, d'un fléau qui nous concerne tous, eh bien, il faudrait peut-être que je ne me demande plus... que je fasse, comme l'a dit Kennedy, ne vous demandez pas toujours ce que votre pays peut faire pour vous, mais demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre pays. Et donc, j'ai rapidement réuni autour de moi des amis, je veux les remercier ici d'ailleurs, parce que vous savez... on va les remercier à la fin. Voilà. Donc, l'initiative est née comme ça, on s'est dit, ben, écoutez, nous qui sommes web activistes, qui sommes animateurs radio, TV, qu'est-ce que nous pouvons faire facilement pour la sensibilisation, pour la lutte contre le cancer du sein. Et qu'est-ce que vous avez fait, Nadège? Ce qu'on a fait, on a dit qu'on va utiliser nos plumes, pour ceux qui sont dans la presse écrite, nos micros, nos voix, nos posts sur les réseaux sociaux pour sensibiliser sur le cancer du sein. Parce que le cancer est extrêmement dangereux. Vous savez, le cancer, lorsque vous savez que vous avez le cancer du sein, c'est que vous êtes déjà dans une spirale qui... souvent vous conduit vers la mort. Mais lorsque vous savez très tôt que vous avez ce cancer-là, on peut encore le soigner. D'où il est important de sensibiliser la population, d'où il est important de dire aux gens, eh bien, il faut que vous fassiez l'autopalpation, il faut que vous allez vous faire dépister tôt. Et donc, l'aventure a commencé l'année passée avec des centaines d'autres personnes. Nous avons confectionné des badges, on les a diffusés sur nos statuts WhatsApp, Facebook, Instagram. Nous sommes
sommes passés sur des radios, des télévisions, un peu comme ici, nous avons sensibilisé la population sur l'importance de faire très tôt le dépistage parce que, vous savez, lorsqu'un médecin vient vous parler d'un mal, vous voyez, il parle avec parfois des thèmes techniques. Ça peut sembler très loin de vous. Mais lorsque c'est Maurice Lagua, quelqu'un que vous suivez tous les jours, quelqu'un pour qui vous avez de l'admiration, qui vous dit, écoute mon frère, c'est dangereux ce que je te dis là, lève-toi. Vous voyez, ça sonne autrement. Ça sonne autrement et c'est ce qui a fait le succès de ce projet-là, parce que nous avons eu des centaines d'appels, des millions d'appels. Nous avons eu même des malades du cancer du sein, oui, qui ont demandé de l'aide, parce que oui, le cancer du sein existe vraiment. Et il y a des adolescentes qui sont encore élèves, qui souffrent déjà du cancer du sein. C'est vraiment dangereux. Donc, nous pensons que ce qu'il faut faire d'abord, c'est sensibiliser et amener les gens à maîtriser l'autopalpation et à se faire dépister tout. Et pourquoi vous avez choisi précisément le mois d'octobre et pourquoi vous l'avez appelé rose? Alors, déjà, ce n'est pas nous qui avons choisi le mois d'octobre, ce n'est pas non plus nous qui avons choisi rose. C'est la communauté internationale qui a décidé d'appeler ce combat-là Octobre Rose. Vous savez, la plupart du temps, on est habitué à une journée pour parler d'un mal, pour parler d'une maladie. Un peu par exemple comme le 1er décembre, c'est pour la lutte contre le sida. Mais la communauté internationale a décidé de consacrer tout le mois d'octobre pour la lutte contre le cancer du sein. C'est pour vous dire que c'est très important, c'est dangereux. Et pour vous donner un petit chiffre, sur 10 femmes qui souffrent de cancer, 5 femmes souffrent de cancer du sein. Donc, sur 10 cancers que nous retrouvons au Bénin, 5 sont des cancers du sein. Donc, c'est pour vous dire que c'est un mal qui est véritablement important, qui est véritablement dangereux. Et vous savez, la famille est le socle de la société. Et donc, si ces femmes et ces hommes sont malades, c'est que forcément, ça veut dire que cette société-là est malade. D'où nous devons travailler à ce que très tôt, tout le monde prenne sa responsabilité et sache que c'est quelque chose d'important. Vous avez si bien expliqué Octobre Rose, pour ceux qui ne savent pas de quoi il s'agit. Quels étaient vos objectifs de départ? Est-ce qu'aujourd'hui, si on fait un petit bilan, vous avez pu atteindre vos objectifs? Ou du moins certains de vos objectifs? Merci Maurice pour la question. Alors, nos objectifs de départ étaient très clairs. Vous savez, on veut juste s'arrêter au niveau de la sensibilisation. Parce que, comme je le dis souvent, le cancer, il vous prend beaucoup d'argent. Il vous prend énormément d'argent. J'ai eu la chance de rencontrer des mamans qui se sont débattues contre ce mal-là. Elles m'ont dit, Nadège, le cancer vous dépouille financièrement. Vous vendez tous vos biens. Le cancer, après, vous prend votre dignité. Parce que avec la chimiothérapie et tout ce qui s'ensuit, vous perdez vos cheveux, vous perdez vos sens. Vous souffrez psychologiquement. Et elles m'ont dit que la plupart du temps, en plus, la famille, l'entourage se retrouve dépourvu parce que, vous savez, on est habitué au paludisme, on est habitué à ces petites maladies-là, mais le cancer, ça fait bizarre. C'est une maladie budgétivore. Exactement, et ça crée aussi des stéréotypes. Donc nous, les influenceurs, on s'est arrêté au niveau le plus important, qu'est la sensibilisation. Et je peux dire en termes d'objectifs que nous tenons dans nos objectifs et que nous pouvons dire, sans fausse modestie, notre satisfaction, parce que des personnes comme vous, des personnes comme Natacha, des personnes comme Misté, comme j'aime l'appeler affectueusement, spontanément, viennent dans ce projet-là. J'en profite pour remercier tous ces influenceurs de divers organes de presse, sans qui véritablement ce projet n'aurait pas pu être. Vous portez aujourd'hui ce projet avec beaucoup d'autres personnes. Dites-nous qui sont ces personnes-là et ceux qui nous regardent, comment peuvent-ils décider d'adhérer à vos idéaux, de participer à ce projet? Alors, merci Maurice pour cette question. C'est une très belle question d'ailleurs. Vous savez, l'initiative d'abord, c'est permettre aux personnes qui ont de la visibilité parce qu'elles sont dans la presse ou qu'elles sont web activistes de pouvoir communiquer sur le cancer du sein. Mais aujourd'hui, vous savez, un influenceur, c'est qui? C'est quelqu'un qui, de par sa position, peut se faire écouter, peut se faire suivre, peut se faire entendre par d'autres personnes. Et donc, si vous êtes dans votre communauté, même si vous êtes un agriculteur, un entrepreneur, vous êtes un maçon, mais dans votre
dans votre entourage, vous arrivez à vous faire écouter, eh bien, vous êtes un influenceur et vous êtes les bienvenus dans ce projet-là. Parce que l'objectif, tout simplement, c'est que nous ne banalisions plus ce sujet en disant, par exemple, que, excusez-moi du peu, que lorsque les femmes se font toucher les seins par leur mari, ou bien lorsque les femmes se font sucer le sein par leur mari, que ça peut les guérir du cancer du sein, ou bien que ça peut permettre aux hommes de détecter les nodules. Non, c'est une plaisanterie. Déjà, même pour faire l'autopalpation, la position qu'il faut avoir, et que je prends là, vous voyez, vous mettez une main derrière votre nuque, et c'est la deuxième que vous prenez, vous cassez le sein en quatre parties. En 4 régions. Cadran imaginaire. Voilà, et maintenant, vous commencez par palper. Vous voyez, cette posture déjà fait que un homme qui vient toucher le sein, il vient chercher du plaisir par les nodules de cancer du sein. D'accord? Vous devez chercher, mesdames. Et pas seulement, mesdames, messieurs, parce que c'est une idée répandue qui nous pousse à croire que ce n'est que les femmes qui ont le cancer du sein. Il y a une petite minorité d'hommes qui aussi ont le cancer du sein. Donc, cherchez dans votre sein, cherchez aussi dans vos aisselles. Cherchez il peut en avoir dans les aisselles. Exactement. Faites-le de préférence 2 à 3 jours après vos menstrues. Cherchez véritablement. Et lorsqu'il y a une petite chose, n'hésitez pas, ne restez pas à la maison, ne couvez pas. Ne vous dites pas que non, c'est peut-être parce que vous avez mangé trop d'huile la veille ou que vous avez... Non. Rendez-vous automatiquement. Rendez-vous automatiquement auprès d'une sage-femme ou alors auprès de votre gynécologue qui va vous ausculter et vous rassurer ou prendra avec vous les décisions qu'il faut prendre. Ce n'est pas une plaisanterie, le cancer. Une dernière question avant de vous permettre de remercier tous ceux-là qui vous soutiennent. Oui. Est-ce que vous êtes en relation avec d'autres organisations dans le monde? Alors, oui, nous sommes avec d'autres organisations. Dans le monde, je dirais que c'est trop, mais au Bénin, oui, parce que nous sommes toute une légion d'organisations et de personnes qui sont dans la Second Life. J'en parlais tout à l'heure. Second Life, c'est une association, en fait, qui est... après que ces femmes-là aient eu le cancer du sein. Vous savez, je vous l'ai dit tout à l'heure que ça vous dépouille physiquement. Donc, lorsque, par exemple, vous avez le cancer du sein, qu'on a dû, par exemple, opérer l'ablation de votre sein, Second Life vient, par exemple, chercher avec des partenaires des prothèses mammaires pour que même si vous n'avez pas le sein, au moins que vous puissiez vous regarder avec plaisir dans le miroir. Donc, nous sommes un certain nombre d'organisations et à cet effet, vous me permettrez de dire que pour toutes les personnes qui sont à Parakou, l'association Appel de Olive Tchala organise une marche de sensibilisation, une grande marche de sensibilisation le dimanche 27 octobre. Donc, si vous êtes de côté de Parakou, profitez-en pour marcher pour la lutte contre le cancer du sein, pour profiter de cette sensibilisation. Et dimanche aussi, en association avec SOS Cancer, il y a une belle organisation qui se fait du côté de Wologede, parce que vous savez, c'est une lutte et celles qui sont arrivées à survivre doivent célébrer ces moments-là. Donc, dimanche, il y a une organisation pour que des femmes puissent se retrouver dans une ambiance de gaieté pour parler du cancer, pour dédramatiser le cancer. Nous souhaitons que vous ne restez pas à l'étape de sensibilisation, que vous puissiez aller, pourquoi pas, décrocher des financements pour appuyer ces personnes-là qui souffrent de ces maladies. Rapidement, en 30 secondes, quelques remerciements. Oui, vous allez me donner 1 minute. Non, 30 secondes, s'il vous plaît. Voilà, vous savez, je ne l'ai peut-être pas dit, mais l'année passée, on a fini la campagne avec ce qu'on a appelé l'apéro rose, qui a permis, en fait, de rassembler toutes les personnes qui ont opéré dans Octobre Rose par les influenceurs 2018. Mais cette année, on a décidé de faire une sensibilisation, d'aller au-delà. Donc, on sera au campus d'Abomey-Calavi pour sensibiliser la jeunesse, pour leur parler du cancer du sein. Et toutes les personnes qui peuvent nous aider d'une manière ou d'une autre, parce que c'est une activité totalement bénévole, qui peuvent nous aider d'une manière ou d'une autre pour couvrir les charges. Je les prie de nous appeler au 95 52 15 55. Et pour toutes les personnes, je ne dis pas femmes, puisque je dis que les hommes aussi sont concernés par le cancer du sein, qui veulent se faire dépister, je vais leur donner contact avec votre permission. Je viens de me faire dépister aussi, pourquoi pas? Il le faut. Ce n'est pas une plaisanterie, il le faut de temps à autre. Il le faut pour se rassurer. Quel est le numéro à contacter? Voilà, 97 87 70 90. Très bien, 97. Oui, 97 87 70 90. Ok. Madame Tessie Victoire, 97 87 70 90.
c'est très important de le faire parce que c'est s'assurer que tout va bien. Merci Nadège Bignon-Anago. Merci d'être venue. On a essayé en très peu de temps d'aborder tout ce que vous faites comme sensibilisation. Eh bien, nous avons reçu pour vous aujourd'hui sur Face à Face Nadège Bignon-Anago. Elle est l'initiative entourée de beaucoup d'autres personnes de Octobre Rose par les influenceurs au Bénin. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et merci d'être venus une fois encore sur ce plateau. Merci de m'offrir cette opportunité. Merci à vous. Au revoir. Oh, on a fait 30 minutes. Eh bien, chers amis, vous l'avez constaté, hein, le cancer du sein, on ne cessera d'en parler. C'est tellement important que nous avons l'obligation d'informer, nous avons l'obligation d'en débattre quotidiennement même, je dirais. Alors, merci à vous, Moriagua. Merci également à cette charmante dame hein, qui est l'initiatrice justement du mouvement des influenceurs. Et nous allons simplement passer à présent au dessin de la semaine. Donc, je le disais donc, chers amis, nous passons simplement au dessin de la semaine et nous allons découvrir le tout premier dessin, celui de Teslanik Rondéan, que nous découvrons à présent. Et voilà, je reste dans la droite ligne hein, de la lutte contre le cancer du sein pour partager avec vous cette caricature signée de Maqueges, parue dans le Déchaîné du jeudi. Vous voyez cette femme qui surprend son mari, qui tient justement la domestique par les seins et de derrière. La femme qui dit « Mais papa, pourquoi tu caresses les seins de la domestique ?» Et au mari de lui répondre « Sorcière de femme ». Donc on ne peut plus détecter le cancer du sein chez elle parce qu'elle n'a personne. Détecter le cancer du sein, oui, mais il faut savoir raison garder. Après, ça a été clairement dit, hein, il faut qu'on essaie quand même d'arrêter ces plaisanteries-là parce que ça a tendance à amoindrir justement l'impact de cette maladie, ce qui n'est pas le cas. Et oui, et ce n'est pas du tout de cette façon que vous allez détecter le cancer de sein chez n'importe quelle personne, fût-il un homme ou une femme. Oui. Ce n'est pas la bonne façon. Vous n'en riez pas, ça ne vous fait pas rire. Oui, bon, c'est ça. Mais je pense que le choix du dessin, c'était pour détendre. Non, au-delà de détendre l'atmosphère, l'article qui a accompagné cette caricature a dénoncé justement hein, le fait que tout le monde, à travers 1001 vidéos aujourd'hui sur les réseaux sociaux, qu'on nous invite à je sais pas, au-delà de la palpation, presser les seins et tout ce qui va avec. Le Déchaîné du jeudi, comme je le disais déjà la semaine dernière ou celle d'avant, se met dans une posture de dénonciation, mais tout en diluant avec du satirique pour attirer l'attention des gens et après les mettre au cœur du problème véritable. Très bien, on découvre votre dessin à vous, hein, Moriagua. Nous allons simplement découvrir le dessin suivant, celui de Mori. Mon dessin est dans la continuité de mon dessin de la semaine dernière où on avait vu Loki qui demandait à Gbono où sont les conteneurs de Kadhafi et de l'autre côté les politiciens qui disaient, parmi eux il y avait une personne qui disait que cette affaire de conteneurs-là, que dans le qui parle, moi je n'aime pas. Maintenant Loki qui sort de là et voilà un monsieur qui le voit et dit non Loki, il n'y a pas l'homme pour toi. De toute façon, tu as rappelé les 2 conteneurs de Kadhafi à Gbono là, tu es trop fort. Hein? Yes. Et maintenant Loki qui dit et toi tu croyais quoi? À Gbono lui-même respecte grave. C'est pas n'importe qui a ce ventre après 3 ans de sevrage, de serrage de ceinture. Il n'a pas tort. C'est clair. Voilà. Ça, c'est le ventre à la Loki, si on peut dire.
C'est clair. Alors, merci à vous deux. Nous allons à présent découvrir mot de saint de la semaine. Et Teslanik nous aidera à le lire puisque je n'arrive pas du tout à le lire. Donc voilà. Alors, Teslanik, vous nous aidez à le lire. C'est un dessin de Constante Odankpa, le caricaturiste. La femme là aussi c'est quelque chose. Hein. Elle dit Satan, Belbézut, Sodome et Gomorre, enfer, sida. Que fais-tu comme ça devant la bonne? Et au papa de dire, tu as peur de quoi? Je lui montre avec quoi je vais la taper si elle te manque de respect. Tiens, les hommes aussi. Hein. Eh bien, chers amis, c'est... Et il montrait quoi? Je pense la chicotte. Je sais pas. Oui, la chicotte. C'est quoi chicotte, ça? Son paca. Alors, les amis, merci beaucoup à vous. Merci de nous avoir prêté votre aimable attention. Je vous rappelle que Matin d'Éden, c'est tous les jours du lundi au vendredi. Vous voulez bien arrêter, Moriagua? C'est tous les jours du lundi au vendredi de 7h à 9h très précisément. Et le mot d'ordre aujourd'hui, c'était simplement vendredi, tout est permis. Alors, veuillez à vous relaxer. Veuillez à faire le plein d'énergie, sourire, vous détendre, c'est très important. Portez-vous bien. Passez un excellent week-end. On vous fait plein de bisous. Et on vous retrouve lundi prochain, 7h, 9h. Ouais. N'oubliez pas, allez, bye bye.